J'ai un copain qui s'appelle Ajax. Ici, c'est là où il stocke toutes ses canettes de Red Bull. Le problème, c'est que c'est fermé à clé. À part défoncer la porte, je me demande comment je pourrais faire pour y entrer sans me faire choper. J'ai bien entendu parler du crochetage ou lockpicking, le fait de pouvoir discrètement déverrouiller une serrure alors qu'on n'a pas la clé. Je sais que ça existe, qu'il y a des outils, que c'est possible. Je me doute que c'est le genre de truc que font les voleurs par exemple, mais moi personnellement, j'y connais rien. Par contre, je connais quelqu'un qui pourrait sûrement m'aider. Quelqu'un dont le métier va vous faire halluciner. Quand j'étais petit, le seul moyen que j'avais pour geeker, c'était un ordinateur familial. Comme mes parents ont rapidement remarqué mon incapacité à contrôler le temps que j'y passais, ils l'avaient mis dans une pièce fermée à clé. Elle a été ouverte quelques heures par semaine. Comme vous vous en doutez, ça me laissait tout le reste de la semaine pour essayer de mijoter des plans machiavéliques pour contourner ce que je considérais à l'époque comme une injustice terrible. Pour tout vous dire, j'avais même trouvé à l'époque un morceau d'un vieux double de clé et qu'il fallait tourner avec une pince comme ça là, en espérant ne pas la coincer et être pris la main dans le sac. Mais parmi tous les stratagèmes, celui qui me faisait le plus rêver à l'époque, c'était bien le crochetage. L'idée qu'il y a des gens qui puissent littéralement rentrer où ils veulent sans laisser aucune trace de leur passage me fascinait. C'était peut-être le côté un peu furtif, genre Assassin's Creed. Du coup, j'avais bien fait quelques essais avec des épingles à cheveux qui n'étaient malheureusement pas très concluants. Je me cassais toujours les dents sur cette foutue porte. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, 10 ans plus tard, je suis à nouveau bloqué par une porte. Mais cette fois, je ne veux pas baisser les bras. Il est temps de reprendre ma revanche. C'est décidé, je vais apprendre le crochetage. Normalement, quand je veux apprendre un truc, la première étape, c'est chercher sur internet. Sauf que, pour une fois, c'est du travail manuel. Donc, l'idéal, ce serait de trouver quelqu'un en chair et en os qui pourrait m'apprendre. Si vous avez suivi la première saison d'Underscore, vous savez que j'ai exactement le contact qu'il me faut. Il s'appelle Zax et il est littéralement payé par des entreprises pour tester la sécurité de leur bâtiment. De base, je suis hacker éthique et une partie de mon métier, c'est de crocheter des serrures de manière occasionnelle. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle donc de l'intrusion physique chez des clients qui nous sollicitent pour. Maintenant, lors de ces missions, du fait qu'on est carte blanche, on est amené à crocheter des serrures. Parfaitement légalement, puisqu'on est dans un contexte de prestation de service. Lors de l'intrusion physique, il y a tous les aspects annexes qui fait qu'on est dans certaines conditions de stress, d'ingénierie sociale, bref. Ce qui fait que du coup, on s'entraîne en cas réel. Donc on le fait tout le temps parce qu'on le fait avec l'adrénaline, la peur de se faire avoir tant qu'on n'est pas été détecté par exemple. Bon, moi a priori, je dois pouvoir trouver un moment où Ajax sera pas dans les parages. Mais encore faut-il que je me sois un peu entraîné. Et par chance, Zax avait justement tout le matériel nécessaire. Ta mission, si tu l'acceptes, me transformer en lockpicker professionnel, est-ce que c'est possible en une après-midi? C'est possible, ça dépend du nombre d'heures que tu as devant toi, de ton talent, de ta délicatesse. Pour comprendre comment crocheter une serrure, il faut d'abord comprendre comment une serrure fonctionne. L'avantage, c'est que pour qu'on puisse mieux comprendre, Zax m'a fait travailler sur des serrures qui étaient transparentes. Du coup, c'est hyper pratique pour comprendre exactement ce qui se passe. Ça coûte à peine une vingtaine d'euros ce truc. Et on va pouvoir revenir à la base des bases. Une serrure, c'est quasiment toujours un cylindre qui tourne pour positionner un loquet entre le battant de la porte et le mur. Pour le verrouiller, le plus simple, c'est d'y faire un trou et d'y insérer une petite goupille cylindrique en métal. Par exemple, ici, c'est une représentation de la serrure la plus simple que vous ayez jamais vue. Une bosse sur la clé pousse la goupille hors du barillet et ça libère la rotation. Le problème avec ça, c'est que c'est vraiment hyper simple à crocheter. Il suffit d'avoir un petit outil pour pousser la goupille au fond et hop, c'est fait. Du coup, pour rendre la tâche un peu plus difficile, on la sépare en deux. Il y a juste une position précise au niveau de la scission qui permet de tourner le barillet. La bosse de la clé a exactement la bonne taille pour atteindre cette position. Par contre, le crochetage, lui, devient plus compliqué. Il faut pousser la goupille exactement à la bonne position pour déverrouiller. Et si tu en rajoutes plusieurs sur le cylindre, ça devient encore plus galère. C'est un peu comme un mot de passe en fait, où les différentes tailles des goupilles correspondraient à des caractères. Une lettre, c'est 26 positions à tester, 2 lettres, c'est 676, et 5, c'est 12 millions. Autant dire que je peux aller poser ma tente devant la porte d'Ajax si je veux espérer trouver cette combinaison un jour. Sauf que la grosse différence avec un mot de passe, c'est que là, on est dans le vrai monde. Et donc, dans les faits, les mécanismes d'une serrure ne peuvent pas être parfaits. Il y a toujours des petites imperfections au niveau de cette séparation des goupilles. Un petit peu de jeu. La preuve, quand vous prenez une serrure, vous voyez bien qu'on peut légèrement amorcer une rotation. On va donc pouvoir en tirer parti pour essayer de bloquer les goupilles dans la bonne position, une par une. En appliquant une pression avec un petit outil qu'on appelle un tenseur, on va pouvoir utiliser un autre outil comme celui-ci pour aller appuyer délicatement sur chaque goupille qui obstrue la serrure. La tension va faire qu'elle devrait se bloquer avec un petit clic pile
sur la scission, comme par magie. Sans relâcher, on fait ça sur chaque goupille et on ouvre. Déjà, de 1, ça va te permettre de gérer la profondeur, et puis tu viens vraiment faire des sortes de petits mouvements d'oscillation comme ça. Bah, génial. Waouh. Ah, c'est tellement jouissif. Ce qui est compliqué, c'est cette histoire de tenseur. Parce que il faut pas trop forcer, sinon on bloque les goupilles et on peut plus les bouger. Mais en même temps, si on n'appuie pas assez, eh ben elles reviennent en position et donc il faut tout recommencer. C'est un exercice qui est mentalement très fatigant. Au niveau des mains aussi, quand tu es en train de rager là sur ta serrure, elles sont toutes crispées au bout d'un moment. Pour reprendre le parallèle avec un mot de passe, c'est un peu comme si ce hack faisait que on n'avait pas à deviner l'ensemble du mot, mais les lettres une par une. Ce qui fait que on passe de 12 millions de possibilités à 130. Bon, bien entendu, toutes les serrures ne se valent pas et ne sont pas aussi faciles à crocheter. Les petits boîtiers sur les murs rouges à incendie, c'est même pas un système de goupilles, c'est des sortes de lamelles de cuivre, donc le crochetage se fait avec une aisance folle. Sur les boîtes à clés, tu es déjà plus sur des serrures à quelques goupilles sur une seule rangée. Et puis après, tu peux passer sur des portes sécurisées où là, effectivement, c'est de la serrure où les goupilles sont perpendiculaires au sens d'insertion de la clé ou à défaut renforcées. Sur des serrures assez traditionnelles, avec l'entraînement dans de bonnes conditions, en 3-4 secondes, quand on a le coup de main, ça se fait. C'est vraiment un exercice de doigté et c'est une forme de délicatesse à prendre sur la manière dont tu vas lockpick. Il y a même des serrures qui commencent à être sacrément difficiles à crocheter, genre des australiennes, où la clé du coup est méga bizarre et fait une sorte de U, parce qu'en fait, il y a 2 rangées de goupilles, sauf que en fait, même celles-là peuvent être crochetées. Oui, c'est un peu déprimant de voir à quel point aucune serrure en réalité n'est infaillible. Si vous aimez le spectacle, je vous conseille vraiment la chaîne de Lockpicking Lawyer, qui est un très grand malade. Il y a un truc auquel je m'attendais vraiment pas en faisant cet atelier, c'est à quel point ce truc est jouissif. Je saurais pas exactement l'expliquer, c'est vraiment très particulier. Et on était plein dans ce bureau à être assez dubitatif sur cette activité en vrai. Mais vraiment, il faut essayer. Le fait de se concentrer longtemps sur un truc manuel, de rien comprendre au début, ça marche pas, tu vois les autres qui réussissent, mais toi il y a rien qui bouge. T'as mal aux mains, t'en as marre, tu veux arrêter, mais en même temps, il y a ton ego qui t'en empêche, parce que t'as une affaire personnelle avec cette serrure qui te résiste. Et là, après 20 minutes, t'entends un petit bruit et tout se libère d'un coup. C'est tellement satisfaisant, genre t'es trop fier de toi. Et la seule chose que t'attends après, c'est d'aller essayer une serrure plus dure. J'arrive pas à dire pourquoi, mais c'est vraiment cool. C'est peut-être la sensation de réussir à passer par un endroit qui était pas prévu. C'est peut-être pour ça que les hackers aiment autant le lockpicking et que dans n'importe quelle convention vous allez en trouver. Pour vous dire l'ampleur du phénomène, je crois vraiment que toute la mi-corp a plus ou moins une addiction. On est même en train de réfléchir à l'interdire parce que pendant les réunions ça nous déconcentre. Vous étonnez pas si on sort plus de vidéos à cause de ça. Bon, quand même la grosse différence entre nous et Zax, c'est que lui, avec son équipe, c'est pas une pause de temps en temps en fait. Des entreprises les payent pour voir s'ils arrivent à s'introduire chez eux. C'est beaucoup trop stylé. Aujourd'hui, c'est les premiers objectifs qu'on a, ils sont plutôt axés à IT. C'est on rentre, on cherche à mettre en évidence au plus vite une capacité d'accès illégitime au système d'information du client. Après, on a un ou plusieurs acteurs de chez ce client-là qui sont dans la confidentialité pour des raisons de backup et en cas de souci et d'urgence. La mission en elle-même reste dans la confidentialité, donc les collaborateurs présents sur site ne sont pas au courant que ça va se dérouler, puisque l'idée justement c'est de mettre en évidence tout ce qui ne va pas et de montrer jusqu'où on peut aller physiquement, se balader, interagir. Lorsqu'il y a un incendie, souvent les chefs de sécurité ont des badges passe-partout par exemple. Oui, on est d'accord, ça ressemble à James Bond. Que je sais pas si lui il fait du crochetage. Mais du coup, est-ce que c'est comme dans les films? Il faut une réunion pour préparer leur plan? Le jour J, on rentre pas directement. Soit on fait un passage la veille, soit le matin même, on fait un passage, mais on va pas rentrer directement. On note les heures d'influence, on sert de ce qu'on a trouvé sur les réseaux, toute l'exposition. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de reprendre l'historique des travaux de rénovation sur lesquels les entreprises communiquent beaucoup, ça révèle énormément de choses. Ça a 20% de préparation psychologique et d'organisation, mais plus stratégie. On y va à combien, comment on se répartit, qui fait quoi, donc c'est répartition des rôles. Et après, derrière, c'est carte blanche, donc on veut garder le plaisir de l'improvisation. Parce que derrière, il faut savoir bondir en fonction de ce qu'on a réussi à mettre en place à l'entrée. Si le parking a l'avantage d'être devant, on reste dans la voiture et on attend. Il suffit de viser effectivement une plage horaire sur laquelle il y a toutes les arrivées des bureaux. Et puis derrière, au moment où on voit quelqu'un qui sort de son véhicule, à ce moment-là, il y en a un qui sort et qui se glisse juste derrière et qui, sous réserve qu'il y ait justement un badge d'accès qui nous empêche une entrée illégitime et qui rentre en même temps qu'elle en lui donnant un bonjour cordial. Ça marche. Et ça marche. On considère que cette première entrée, il y a toujours, en cas de pépin, une deuxième équipe prête à dérouler une autre approche. S'il y a eu le tailgating en rentrant par l'accueil, en suivant une collaboratrice, il y a une autre équipe qui, au cas où, va rentrer par exemple par l'entrée des livraisons. Assez rapidement, c'est identifier la salle serveur, trouver un couloir avec une activité assez calme. Dans l'idéal, un bureau vide avec personne. Le nombre de fois où tu peux t'y installer et il n'y a personne qui te dit rien et tu fermes la porte comme si c'était une réunion et les gens n'osent pas te déranger. À défaut, dans un couloir assez calme, tu as un peu de temps pour trouver les plans incendie.
aussi. Tu peux savoir où il y a un local technique avec les arrivées ELEC. Potentiellement, les onduleurs y figurent aussi. Si onduleur il y a, forte chance que la salle serveur soit là. À défaut de s'introduire dans une salle serveur, moi j'étais en train de galérer comme jamais sur un canon de porte. J'étais hyper concentré sur mon truc. Parfois je demandais des conseils à mon prof. Et il y avait Mathieu qui était en train de filmer. Sauf que à un moment, il y a Zax qui s'est levé et qui s'est éclipsé tel un ninja. Bon, je vais me chercher un café maintenant. Vas-y. J'avais vraiment rien remarqué de louche jusqu'à ce que il m'appelle. Ouais. Allô Brice? Ouais. C'est fermé? Tu vois comme à l'école, le process DTP va à l'évaluation finale. C'est bien ce qu'on pensait. On était totalement enfermés dans la salle, qui n'avait évidemment qu'une seule issue. Par contre, niveau matériel de crochetage, là, on était servi. On était un peu paniqué, mais je venais de réussir pas mal d'ouvertures, donc en vrai, j'étais relativement confiant. C'était l'épreuve finale, quoi. J'allais enfin pouvoir me mesurer à une vraie porte. Par contre, on entendait tout le monde se marrer derrière et qui attendait que j'ouvre, en fait, pour me faire une réception. Donc je commençais à prendre un petit peu la pression quand même. Et même si c'était pas du tout du même niveau, j'avais presque l'impression de participer à une de leurs missions. Il y en a notamment une qui m'a raconté qui est incroyable. On est rentré en intrusion physique avec donc du tailgating, c'est-à-dire le fait de se coller à quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas moi qui suis rentré, on a dû attendre 5 minutes dans la bagnole max avant de recevoir un coup de fil de la part des 2 gars à l'intérieur qui nous ont dit ok c'est bon, on est installé dans un bureau, venez. On les a rejoints, pas d'émargement, rien du tout. C'est eux qui nous ont ouvert du coup, parce qu'une fois à l'intérieur, ils avaient les moyens, depuis le double sas de sécurité, ils pouvaient nous ouvrir. Effectivement installé dans un bureau, puis là bon, on commence à pas d'ennui, on sort tout le matos, on s'installe tranquillou, PC compris. Là effectivement il y a un binôme qui part en exploration, qui fait une reconnaissance, qui trouve un local sécurité d'intérêt, qui nous dit ce serait intéressant d'y aller parce que c'est d'une part quelque peu déporté et de deux, il n'y a pas grand monde qui s'y balade. On va se poser avec le petit kit de lockpick. À quelques mètres de la porte, il y avait un boîtier incendie sur le mur, donc c'est pas une serrure à goupilles, c'est un truc très classique, qui contenait une clé. D'une part, et cette clé c'était la clé de backup d'une autre boîte à clés, dans laquelle une fois crochetée il y avait la clé de la porte du local sécurité, dans le local sécurité il y avait une autre boîte à clés avec les accès au coffre du local sécurité, et dedans la panoplie complète de l'agent de sécurité, la maglite à la paire de chaussures inclus. L'enchaînement est vraiment insane. L'enchaînement, on l'a pas souvent de manière aussi simple, mais c'est plaisant, c'est l'accomplissement de ce qu'on kiffe vivre comme sensation lors de ce genre de mission. Ouais. C'est un peu comme l'élévation de privilège. Enfin, c'est un peu dans le même contexte. Tu rentres, tu sais que tu peux te balader assez librement, tu pourras peut-être pas aller partout. Genre les locaux techniques, la zone indus bien à l'arrière du site. Une fois que tu as pu revêtir, en l'occurrence c'est pour moi, parce que j'ai un collègue qui s'y porte beaucoup mieux en termes de morphologie. Donc une fois que tu l'as complètement habillé, tu sais qu'il va pouvoir se balader très librement et surtout avec les accès, parce que ça on l'a très souvent, c'est le multipass quoi. Multipass. Justement, si on en revient à notre épreuve, j'aurais bien aimé un passe-partout moi, parce que quand je commence à trifouiller la serrure, je suis vraiment de moins en moins serein. On va se dire, je galère en fait, de ouf. Et il faut bien comprendre que les petites serrures transparentes, c'est quand même assez facile. Il y a beaucoup de jeux, une grosse ouverture pour travailler, alors qu'une vraie porte, ça n'a rien à voir. Du coup, 10 minutes passent, j'ai mal partout, comme ça des crampes aux doigts, je m'énerve dessus. 20 minutes, il n'y a plus personne qui part. C'est le gros tryhard. On commence à vraiment se dire que ça va être compliqué. Je commence à demander plein de conseils à Victor, le collègue de Zax, qui est avec nous, ce qui est mauvais signe. Tu étais très doux ou très violent. Tu commences très léger, en vague, sur celle du haut, et après tu augmentes un peu plus progressivement la pression pour aller chercher celles qui ont besoin d'être placées plus bas. Beaucoup moins d'assurance dans la voie d'un coup, et après 30 minutes, malheureusement, c'est mort. On a échoué l'épreuve. Non, moi j'arrive pas. Victor vient nous délivrer, ça lui a pris littéralement 15 secondes. Notre héros. C'est bon, elle est ouverte. Oh le bâtard. Non. Dame, et vous? Oh le bâtard. Clairement, ça fait mal. Mais il faut voir la vérité en face, c'est que il me reste en fait beaucoup à apprendre. Je m'entraîne et je reviens. Et cette fois j'ai upskill. Et je Donc dans ce cas-là, on achète du matos entre temps. je fais ça. Ok, vas-y, ça roule. Et je vous prends tous. Vas-y. La première chose que j'ai fait en rentrant, c'est commander du matériel. Et là, ça fait plusieurs semaines que je regarde
plein de vidéos et que dès que j'ai 10 minutes, j'essaye d'en faire un peu. J'ai l'impression que je commence à capter un petit peu plus ce qui se passe. Notamment cette histoire de tension constante. Je me souviens que j'y allais vraiment trop comme un bourrin en fait. Et là, je commence à ouvrir les serrures de façon assez constante. Et j'ai pas mal repoussé, mais il faut se lancer. Je pense qu'il est temps, le jour J est arrivé, l'aboutissement de cette aventure. Il est temps de voir si je peux ouvrir une vraie porte. La porte d'Ajax. Les amis, j'ai un petit créneau. Ajax est parti, il a fermé sa porte. On va voir si j'y arrive. Oh, quel plaisir. T'as bien mérité celle-là. Bah alors Henri, on protège mal son studio. Oh là là, quel plaisir. Ah, c'est tellement satisfaisant si vous saviez le temps que j'ai pris sur cette porte de merde. Non mais le pire, c'est que je pense que pendant bien 2-3 heures, je faisais dans le mauvais sens. Vous avez une version accélérée, mais vraiment, ça a pris 10 jours. Mais ce qui compte, c'est qu'on a réussi. Et ça, c'est beau. Je pense que Zach sera fier de moi.